parce que bon, quand l'individu physiquement est mort, le démiurgien dira « Ah mince, on a fini de jouer », donc il est parti. Bon, en laissant des implants qui se sont, on va dire, qui ont été, on va dire, repris d'une vie sur l'autre. Et donc nous, on va dire, nettoyé cette personne. Alors cette personne est incarnée, hein, je tiens à le dire, et la personne qui était la bête du Gévaudan, dans le passé, est incarnée dans la même région, visite assez fréquemment les ruines, hein, il y va, il se sent proche de l'histoire, il ne sait pas. Alors, on va regarder, parce qu'on l'a pas mal regardé, le petit bonhomme. Nettoyage, beaucoup, très gros. Donc lui, la personne qui est incarnée au présent, qui a été la bête du Gévaudan, est conscient qu'il a un rattachement à cette zone. Bon, le château, il en reste presque rien. Et c'est très bien, le château a vite... la mère a dû vivre dedans, et ensuite elle est morte. Il n'y a pas eu de descendance. Le château est tombé très vite, c'est très bien, parce qu'il y avait quand même une présence démiurgienne très profonde. Et il est resté abandonné parce que les gens craignaient un peu ce château, quoi. C'est un petit peu... Donc il est véritablement très en ruine, mais une personne se promène par là, entre guillemets de sa présence physique de nos jours, les lieux, et en fait tout le temps où nous on s'y est intéressé, on a fait ça en 2-3 fois, en fait il était là, et du coup instinctivement il se connectait en fait à ce qu'on faisait. Donc pendant qu'on était dans les boyaux là et qu'on nettoyait, il nous suivait. Parce que le soir, quand il dormait, en fait, dans l'astral, il nous suivait, il regardait. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a attrapé, lui aussi, on l'a nettoyé, on lui a retiré tous les implants qui restaient du démiurgien. Donc il y avait beaucoup de monde, c'était assez puissant. Donc on a nettoyé tout ça. Lui-même, au présent, on l'a nettoyé, de façon à ce qu'il soit libéré, en fait, de ce passé. C'est pas de sa faute. C'est qu'à l'époque, il était, on va dire, doué en fait, de dons médiumniques, et c'est pour ça que ça l'a attrapé si fort, quoi. Donc voilà. Ensuite, donc cette personne-là, si elle entend parler de la vidéo, en fait, se reconnaîtra. Donc ensuite, on est quand même passé de là à là à là, on est tombé sur pas mal d'installations, on a nettoyé tout ce bordel, et on est tombé, très amusamment, sur une zone où c'était vraiment... il y a une zone de l'Auvergne qui est connectée à la Gartha. Donc, et en fait, là, à cet endroit-là, on a trouvé une entité souriante, séduisante, on va dire, féminine. Et bon, quand même, moi, comme je suis extrêmement méfiant, j'ai attrapé l'entité, j'ai dit, bon, très bien, on la monte au centre de la galaxie, voir si elle rigole. Alors, on l'a montée au centre de la galaxie. Dans le centre de la galaxie, elle a pas mal tenu. Ensuite, j'ai dit, bon, bah, très bien, fais descendre de l'énergie du multivers. Ce qui est, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on appelle soit la lumière du centre de la galaxie, et si on veut tabasser dans le centre de la galaxie, on appelle la lumière de la source du multivers. La source du multivers étant la source, l'unité. Et donc, l'entité gentille qu'on avait montée là, on la monte dans le centre de la galaxie. Dans le centre de la galaxie, elle tient. Ça va, elle sourit. Bon, je lui dis, vas-y, fais-lui que j'avais un petit doute quand même. Je lui dis, vas-y, fais-lui descendre une bonne dose de source du multivers, et là, elle a commencé à grimacer, faire la gueule, et ensuite on l'a dissoute. Donc les Agarthiens étaient contents, parce qu'en fait, bon, eux-mêmes se sont fait avoir il y a quelques milliers d'années, quand elle est descendue, ils se sont dit « Ah, une bonne entité !» Parce qu'effectivement, elle paraissait très séduisante. Hein. Elle avait vraiment une apparence, elle avait des bonnes vibrations, ceci, cela. Donc bon. Et donc, eux s'étaient fait avoir, les Agarthiens, et donc elle avait pris possession d'une zone énergétique en Auvergne, et elle avait, en fait, c'était elle qui avait un peu installé la merde autour, quoi. Donc, elle a été expulsée, détruite au centre de la galaxie, bye bye. Donc voilà. Alors la personne qui est présente là en description, c'est une personne qui est assez grande, cheveux ondulés, noirs, voilà, ouais, voilà, c'est ce qu'on avait au présent. En fait, c'est une personne qui est, oui, fait peut-être 1m80, 85, peut-être 90, et donc elle a les cheveux mi-longs, c'est un homme, hein, et il a les cheveux noirs. On va dire peut-être un Auvergnat de souche, on va dire, hein, au niveau physique. Voilà, voilà. Donc la réincarnation du jeune seigneur, patati patata. Donc la bête du Gévaudan, c'était un être humain. Au passage, ça fait qu'on a nettoyé l'Auvergne, mais il y avait quand même du brun en Auvergne, hein. C'était pas rien, on va dire. Alors. Et instinctivement, cette personne, en fait,
très amusamment. Je pense que dès qu'on bricolait là, puisqu'on est venu 2-3 fois, en fait, il devait s'endormir, s'installer quelque part, s'endormir, et en fait nous suivre dans l'astral. C'était assez amusant. Il suivait tout ce qui se passait, parce qu'il nous a suivis de cavité en cavité, il regardait, il se tenait à distance quand même, parce que c'était inconscient, c'était son subconscient, c'était son adhyatma qui lui disait bah, tiens, va voir, tu vas voir, ça va bien se passer, ça va te décrotter. Donc bon, c'était amusant. Alors la personne a à peu près 30 ans, hein, et c'était vers le 9 mars. Voilà. Alors, ah oui, ça, c'est... Bon, ça, on va pas trop... on va insister un peu sur les problèmes, mais on va regarder. Alors, ça... Bon, ça vient avec ça. Alors, on va refaire un petit peu... Parce qu'en fait, les attaques qu'on a subies... Bon, on va revenir un peu sur les attaques. On a subi... Bon, depuis le début de l'année jusqu'au début juin, on a subi beaucoup d'attaques. Là, c'est fin avril. Il y a eu une grosse attaque en nombre. Hein. Bon, bah là, c'est pareil, ils utilisent des mondes parallèles. Ils balancent plein de monde, ils attaquent, ils arrivent à faire des brèches quand même dans nos systèmes. Et ils font des brèches, ils rentrent, et ceci et cela. Donc on en retrouve partout parfois sur la planète. Donc on renettoie tout, on met tout le monde. Alors en fait, on agit quand il y a une attaque. Quand il y a une attaque, en fait, ils ont un vortex, ils passent sur Terre, donc bon. Et parfois ça dure. Là, sur cette attaque-là, c'était certainement celle sur les océans. Donc là, il y avait une attaque à un moment donné, ils sont descendus, puis ils ont commencé à mettre des petits piliers très régulièrement, peut-être tous les 50 km, sur tous les bords d'océan. Toutes les plages, en fait, du monde entier. C'était des personnes aquatiques. Et ensuite, ils ont mis dans les océans des générateurs de merde, hein, c'est-à-dire des installations, des grosses installations, en fait, qui étaient un petit peu en forme comme ça, là, qui émettaient pour tous les piquets. Ce qui permettait, en fait, de pourrir les ambiances. Donc l'attaque a été en 2-3 jours, le temps de planter les piquets, le temps de mettre les générateurs, et puis bon, ensuite nous on n'a pas pu sortir tout de suite, donc ensuite bon, on est sorti, on a pris tout le monde, on a remarqué, mais en fait la solution qu'on adopte, au lieu de se battre en fait avec tout le monde, en fait ce qu'on fait c'est qu'on remonte le temps, puisque dans l'éther le temps n'a pas d'importance. Donc nous ce qu'on fait c'est qu'on arrive le jour où ils ont commencé à entrer. On arrive le jour où ils ont commencé à entrer, on met un filet de pêche, hein, un grand chalut, et en fait, tout le monde se plante là, et on récupère tout le monde. Ensuite, on les prend et on les monte au centre de la galaxie. Et ensuite, on n'a plus que le nettoyage technique à faire, c'est-à-dire les piquets, les bases, et donc bon ça, on prend des dragons, on prend tout le monde, hein, et puis on fait du ramassage, on nettoie tout, quoi. Donc ils ont attaqué, alors ils ont utilisé, on va dire, plusieurs techniques. Ils ont cherché à polluer par les océans, ils ont cherché à polluer comme ci, comme ça. Bon, ils ont fait des attaques plus discrètes. Alors parfois, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils attaquaient en gros là, puis ensuite ils ouvraient un tout petit vortex et hop, ils envoyaient des petites troupes qui se cachaient et qui faisaient rien, qui attendaient le temps qu'on lutte là. Et puis ensuite, je disais, mais tiens, j'ai quelqu'un à la maison, moi, chez moi, je me disais, oh, j'ai quelqu'un, là il y a quelqu'un. Bon, du coup, on regardait, on trouvait, bon, c'était pas. Il y a des fois, ils ont astucé un peu, mais c'est pas flambant quand même. Hein. Bon, puis là, je précise qu'à chaque fois, nous, quand ils attaquent, on remonte leur monde, on va sur la planète et on détruit tout. Donc parfois, on va juste dans notre système solaire, enfin pas notre système solaire, mais on va juste dans notre système de la galaxie. Dans notre galaxie, on trouve une petite planète toute pourrie, on la nettoie, on détruit tout, basta, c'est fait. Et puis parfois, carrément, on arrive dans un des 19 univers, on fait carrément un saut d'un univers ou de plusieurs univers, et on tombe avec les vortex, c'est le même principe, hein, il n'y a pas de distance. Un vortex, en fait, même si on passe d'un univers à l'autre, je ne pourrais pas vous dire l'agencement des univers, comment c'est fait. Les scientifiques, déjà, ne savent pas comment c'est fait les limites de l'univers. Alors imaginez, il y en a 19, l'agencement, je ne peux pas vous dire si c'est en grappe ou en ci ou en ça, c'est trop réducteur. En fait, on ne peut pas réduire 19 univers à une pensée matière, une pensée tridimensionnelle. Si on les met en grappe, des univers, le problème, c'est qu'ils sont contenus dans quoi ? C'est là où il y a un principe. Bon, moi j'ai des explications pour ça, mais c'est autre chose. Donc, on ne peut pas tellement matérialiser la forme des 19 univers. Les mettre en forme géométrique ou tout ça serait une erreur, dans le sens où c'est stupide, il n'y a pas de forme à un univers, dans le sens où
il est par lui-même infini, et il y en a 19 qui sont encore plus infinis. Donc, vaut mieux éviter le sujet d'essayer de mettre les univers en forme. Ça sera plus court, c'est beaucoup plus clair. Même si moi j'ai quelques idées, on va dire, si vous réfléchissez, la limite potentielle d'un univers, si on le mettait en rond, pour une forme pratique, la limite potentielle d'un univers, en fait, il n'y en a pas, parce que quand vous êtes là, en fait, vous êtes là. C'est, en fait, un effet de bouclage énergétique. Il n'y a pas de limite à l'univers, et si on voulait en trouver une, on prenait notre petit vaisseau, on arrive soi-disant à la limite, en fait, on se retrouverait à notre point de départ, enfin, à un autre point, hop, à l'opposé. Ce qui fait que pour les 19 univers, c'est pareil. Tridimensionnellement, si on prenait notre petit vaisseau, je pense que en traversant un univers et peut-être en arrivant à l'autre univers, au lieu, si on n'a pas le bon matériel, au pire, on ferait juste ça et on reviendrait. Vous comprenez? Ils sont bouclés sur eux-mêmes. C'est pour ça que c'est l'infini. C'est qu'à un moment donné, c'est l'infini parce que vous revenez presque sur vos pas et tous les univers sont connectés de cette manière-là. C'est-à-dire que si vous aviez une technologie pas assez intelligente, vous ne feriez que tourner en rond. Dans le sens où l'énergie est bouclée par elle-même. Elle est infinie, mais elle est infiniment connectée entre elles. Et donc les 19 univers sont pareils, infiniment connectés entre eux, ce qui fait que ce qui nous permet, par contre, quand on ouvre un vortex, ou les jardiniers de la Terre, parce que je tiens à préciser que les vaisseaux jardiniers de la Terre, quand ils se déplacent exactement comme nous, on se déplace dans les terres. Quand ils veulent aller d'une planète dans une galaxie, ou dans la galaxie d'à côté, ou dans l'univers d'à côté, en fait, ils ouvrent un vortex, comme nous on fait avec les dragons. C'est un vortex métaphysique, mais c'est un vortex qui permet, on l'ouvre ici et on accède ici, dans un autre univers. En 3-4 secondes, on y est. Et on a parcouru plusieurs univers s'il le faut. Pourquoi? Parce que l'énergie est bouclée tout le temps. Il n'y a pas de limite au bouclage de cette énergie. Et quand on passe derrière la barrière de Planck, justement, en fait, on peut atterrir là où on veut, il suffit de le penser. Nous, quand on se déplace à Paris-Estiran, quand on va visiter Paris-Estiran, qui est quelque part dans les 19 univers, on y pense. On ouvre un vortex et hop, on se déplace. En 4 secondes, on y est. Si les personnes de Paris-Estiran, pour une raison X ou Y, voulaient débarquer, c'est pareil, ça leur prendrait 4 secondes. Ils prennent un vaisseau, ils y pensent, le vortex s'ouvre, ils passent le vaisseau dans le vortex, 4 secondes après, ils sont ici. C'est pour ça que le démurge, physiquement, n'intervient jamais. Ils n'envoient pas on va dire, de colonies d'individus physiques. Ils savent très bien que Paris-Estiran est en 4 secondes sur Terre. Donc, aucun intérêt d'attaquer physiquement. Ils essayent de noircir la situation métaphysiquement, parce que physiquement, ils ne sont pas de taille. Bon, déjà que métaphysiquement, ils ne sont toujours pas de taille. Donc, bon, selon le cycle, ils ont plus ou moins l'avantage ou pas. Mais ceci dit, donc, le principe, il est là. Quand vous vous déplacez dans le multivers ou dans l'univers, c'est le même principe. Quand on ouvre un vortex, on se déplace dans une énergie qui est bouclée, parce qu'on passe par des dimensions supérieures, la dimension de l'éther, et en fait, tout simplement, c'est pour ça qu'on peut accéder d'un univers à l'autre en quelques secondes, en se déplaçant sur des distances qui restent absolument infaisables de façon conventionnelle. Et on se déplace à la vitesse de la pensée, mais surtout à la vitesse de l'éther, qui est supérieure à la vitesse de la lumière, bien supérieure. Donc voilà, petit détail. Donc, une fois donc ils nous attaquent, ils font des bidouilles comme ça, ceci, cela, on casse tout, on va les voir chez eux, on détruit toutes leurs installations. En fait, en général, quand on arrive, on nettoie la planète sur laquelle ils sont. Alors, il y a des fois, c'est des planètes dites mortes, c'est-à-dire c'est des planètes sombres, ceci, cela, donc il n'y a même pas de Gaïa dedans, il n'y a rien, quoi, il n'y a pas d'entité. Et il y a des fois, il y a une petite entité qui dit merci, merci, parce que ils étaient vraiment très chiants. Donc, on les nettoie et hop, on enlève tout le monde. Voilà, forme de vie, dune, des géants, gazeuse. Bon, on a visité, oui, là c'est. Sur ce coup-là, en fait, on a visité, on a détruit tout le machin, et puis en fait, on est arrivé dans un. Alors, c'est intéressant sur le concept de l'évolution. On est arrivé dans un système solaire, classique, on va dire, système solaire, un soleil, des planètes, tout ça, pof, pof, en révolution. Les démurgiens habitaient. Ils habitaient. Il y avait une géante gazeuse, genre Jupiter, avec plusieurs satellites qui tournaient autour, et ils habitaient une de là, et sur une justement une autre planète satellite de la géante gazeuse, en fait, il y avait des vies, une forme de vie
presque tridimensionnel, on va dire, tridimensionnel en évolution. Donc, on a été voir comme ça par curiosité pour voir en fait si le système solaire est habité. En général, quand on remonte comme ça par un vortex, on regarde l'état général du système solaire, l'état général de la galaxie dans laquelle on tombe. Si on voit, quand on se déplace, si on voit qu'on arrive dans une galaxie sombre, avec beaucoup d'émurgiens, un centre de galaxie faible, donc une trop jeune galaxie ou une trop vieille galaxie, si la galaxie est trop vieille, elle s'éteint, si la galaxie est trop jeune, elle n'est pas encore assez lumineuse. Donc bon, il y a des fois, on pète juste la gueule vite fait, on balance quelques bouboules du centre de la galaxie, basta, on grille tout le monde, mais on remballe, il n'y a rien à visiter, c'est sombre, c'est dégueulasse, donc on laisse tomber, c'est des zones sombres. Et il y a des fois, c'est un système solaire normal, avec une petite lune, par exemple, qui a été bien polluée, ils ont bien fait chier. Et donc, on est tombé sur une planète, théoriquement, en fait, approximativement plus petite que la Terre, mais habitée avec des habitants, un écosystème, des choses comme ça. Donc, on a été regardé, on est rentré dans la planète, on a bien vu que c'était une planète qui était nettement plus avancée que la nôtre, dans le sens où, en fait, les êtres se déplacent déjà par la pensée, c'est-à-dire qu'ils ne marchent plus. Hein, ils véhiculent le reste de leur corps, ils ont un corps beaucoup plus léger, c'était des personnes très filiformes, hein, ils étaient, on va dire, physiquement ils étaient type humanoïdes, hein, mais ils étaient vraiment très filiformes, ils étaient vraiment, on va dire, des personnes assez grandes, c'était vraiment assez grand, très filiformes, avec une forte énergie, hein, ils avaient une grosse aura, et ils ne marchaient plus. Bon, ils ont subi au fur et à mesure de l'évolution une fonte musculaire, dans le sens où les muscles ils s'en servent plus, ils se servent de leur tête, donc ils pensent, ils agissent par la pensée et ils ont suffisamment en fait d'énergie pour littéralement déplacer leur corps par la pensée. Donc ils marchent plus, ils se déplacent par lévitation, mais debout. Ils n'ont pas besoin de s'asseoir à la tibétaine, quoi. Donc on a été voir ce monde et en fait un monde où il n'y a pas de démurge. On a regardé, donc on a regardé leur petite planète, pas de démurge, tout est en harmonie, tout roule, quoi. Et là, la personne avec qui je sortais me dit ouais, mais là, ils vont encore faire un saut plus haut, quoi. Il va se passer encore un événement genre une pulsion électromagnétique qui va emmener ce monde encore un peu plus haut. Alors j'ai dit regarde aussi dans le passé. On a donc regardé dans le passé l'évolution de cette planète et je lui dis reviens dans le passé, reviens dans le passé. Bon là elle me dit là la végétation est plus dense. Elle me dit la végétation est plus dense. Ils sont plus étoffés physiquement. Et ils sont moins brillants. Il y a du démurge sur la planète. Donc en fait, on a regardé un petit peu les cycles passés de cette planète. En fait, c'était une planète comme la nôtre, c'est-à-dire avec beaucoup plus de végétal, beaucoup plus de vie animale, beaucoup plus de vie tridimensionnelle en tout genre. Les créatures humaines humanoïdes qui étaient sur cette planète étaient plus épaisses, plus denses, plus musclées, mangeaient plus. En fait, ils étaient comparables à nous en civilisation, à peu près. On est remonté à l'époque où ils ressemblaient à la race humaine aujourd'hui. Et ensuite, on a regardé un petit peu leurs étapes. Et en fait, ils ont subi, pareil, des passages dans la barrière de photons de leur galaxie. Et à chaque fois, en fait, ils se sont affinés, ils ont évolué de façon à ce que leur planète devienne un monde sans démurge, tout simplement parce qu'en fait, à un moment donné, l'énergie que la planète elle-même développe, l'entité qui est dans la planète et les habitants qui l'habitent, l'énergie expulse le démurge, dans le sens où il ne peut pas pénétrer, dans le sens où il est incapable d'aller dans des fréquences si hautes. Donc, en fait, il est obligé de se tenir à distance et de ne plus rien faire. Donc, même si, on va dire, le démurge est là, il y avait des petits paquets sombres qui attendaient, des fois qu'ils reviennent en arrière, mais c'était pas gagné là. Donc en fait, là, on avait une civilisation, alors pas de technologie, c'était une planète qui a évolué en fait du côté de la spiritualité, ils n'ont pas cherché à sortir de leur monde avec des vaisseaux, des choses, des machins, la vie en harmonie leur suffit, et en fait, ils étaient sur le chemin de l'unité totale, ce qui est le phénomène des jardiniers de la Terre. Pour être un monde jardinier de la Terre, il faut être en unité totale, il faut respecter en fait la source de A à Z, on va dire la liste des choses à respecter que la source impose pour être jardinier de la Terre. Donc voilà, il y a un niveau, on va dire. Donc ils étaient bien partis, donc on a regardé un petit peu, et plus le temps passe, en fait, plus leur planète s'allège, moléculairement parlant, leur corps s'allège. Les gens qu'on a croisés au présent, nous, c'était des personnes qui, en termes de nourriture, ils n'extrayaient plus que quelques minéraux par la pensée,
du sol, par exemple, et en fait, il les absorbait dans leur physiologie. Et c'est tout. Ils ne mangeaient plus. Ils n'avaient pas besoin de manger physiquement. Il y avait tout un tas de choses. La reproduction avait pris on va dire un style beaucoup plus énergétique, des choses comme ça. Bon, en fait, c'était un monde en cours presque d'élimination de la troisième dimension. Là, il leur restait une forme tridimensionnelle, un petit support osseux très léger, des petits muscles tout légers. Et ils étaient très longilignes, filiformes, très légers physiquement. Hein, et voilà. C'était un monde en évolution. Tout comme le nôtre subira, en fait, au bout des milliers et centaines de milliers d'années, des évolutions de ce genre. Nous, on s'est déjà projeté dans le futur. On a vu que dans le futur, par exemple, après la barrière de photons, ceux qui resteront ne dormiront que 4 heures par nuit. Pour les gens très évolués. Peut-être que les gens un peu moins évolués dormiront 6 heures par nuit maximum. Parce que l'énergie sera telle qu'on n'aura pas besoin de dormir à ce point-là. Aujourd'hui, un individu normal doit à peu près dormir 8 heures, tout simplement parce qu'il en a besoin. Il faut qu'il décorpore, il faut qu'il régénère les batteries, ceci, cela. Bon, voilà. Ce qui peut expliquer qu'à l'heure actuelle, vous dormez un tout petit peu moins, parce que la barrière de photons vous embête. Donc voilà, bon, c'était assez intéressant de les visiter. Ils n'ont dégagé aucune agressivité quand ils nous ont vu arriver. Ils ont bien compris qu'ils avaient affaire à des jardiniers de la Terre quand on est arrivé, donc ils n'ont pas émis de réserve, parce que bon, on aurait été des entités de plus basse fréquence, ils auraient dit oh, hop, tu restes à la limite du monde, tu comprends, tu vas me dégueulasser mon atmosphère, quoi. Donc bon, voilà, on n'a pas eu de mal à pénétrer, à regarder un petit peu comment ça se passait. Ils nous ont regardé, ils nous ont même pas, on va dire, ils sont même pas venus nous voir, ils ont laissé faire, ils ont bien senti qu'on était en visite et qu'on venait d'accomplir quelque chose. Eux sont tellement évolués qu'ils n'ont même pas été combattre le démiurge là, ils s'en foutent en fait. Nous, en tant qu'entités physiques qui font pipi et qui font caca, hein, et simplement on va quand même péter la gueule au démiurge parce qu'on est sur un stade bien inférieur. Sur cette planète, on est encore à l'ère du matériel et du popo, donc on va péter la gueule au démiurge parce que on est encore dans la bataille. Eux, ça fait longtemps que la bataille est finie. La planète n'est même pas disponible au démiurge, il ne peut pas entrer. Donc c'était intéressant surtout sur le plan de voir, pour la personne qui sort avec moi, je lui ai tout simplement montré l'évolution d'un monde vers l'amélioration jusqu'à l'élimination du concept de l'ombre. Sur une planète comme ça, l'ombre n'existe même pas, en fait. Il n'y a plus personne pour lutter, personne ne lutte contre rien. Tout va bien. Donc voilà. Alors, après l'Agartha. 13 mai, patati, nous avons pris de l'avance. Oui, bon, alors plus le temps passe au niveau des attaques, plus on part 3 jours à l'avance qui nous attaquent. Donc ça leur apprendra. Bon, souvent ils attaquent du côté du soleil pour essayer de réduire la barrière de photons charge le soleil et le soleil charge la Terre. Même si la barrière de photons charge la Terre aussi. Mais ils ont souvent essayé d'attaquer le soleil encore et encore. Donc on a débarrassé notre soleil assez souvent de ces abrutis qui n'arrêtaient pas de l'emmerder. Alors, bon là les petites attaques. Alors on va parler de l'Agartha, puisque c'est un bon sujet. On va dire c'est la lumière sur cette terre, entre guillemets. Donc, alors je ne dirai pas qui, parce que ça ne regarde pas le grand public, mais en fait sur Terre on a une personne qui est incarnée et qui appartient à l'Agartha. C'est une dame qui est donc incarnée en ce moment dans un corps humain, mais qui provient de l'Agartha et qui fait un peu comme les jardiniers de la Terre. Elle a laissé son corps dans l'Agartha, elle l'a mis en stase, et un corps énergétique, beaucoup plus que physique, et ensuite elle est venue, en fait, je pense qu'elle est venue observer la fin des temps, la fin de ce temps, en tout cas spécifique. Donc elle est venue à la surface et s'est incarnée dans un corps humain, et donc là, à l'heure actuelle, elle reprend conscience de qui elle peut être. Hein. Et du coup, cette personne m'a dit, tiens, c'est bizarre, je sens un truc bizarre par-ci, par-là, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, alors du coup, on a été vérifié pour elle. Et du coup, après, bon, on a échangé un petit peu les informations, et puis j'ai complété en fait tout ce qu'elle avait ressenti en fait. Donc, nous avons donc un événement entre août et octobre. Alors, l'Agartha, donc, on change pas de page quand même. On a la Terre là, bon, et puis on a l'Agartha ici, voilà. Bon, donc, l'Agartha en dessous, mais là vous pouvez pas le voir. Donc,
Lagarta, en fait, véritablement, il y a très longtemps, comme ils existent, on va dire, à l'intérieur, qu'il y a les pôles qui sont percés et un autre endroit qui est percé aussi. Plusieurs endroits sont percés, mais bon, en fait, sont percés de petits chemins qui permettraient d'aller à Lagarta. En fait, Lagarta, donc nous, on a vu ça à peu près vers 1920. En fait, bon, il y a leur source d'énergie où est abrité Gaïa, et ils ont, bon, il y a des océans, il y a des montagnes, il y a des océans, il y a tout ça. C'est un monde à l'intérieur du monde. Et en fait, eux, assez rapidement, quand ils ont vu que l'être humain commençait à évoluer en technologie, ils se sont dit, oulalalala. Déjà, on a commencé à flirter avec la radio, avec Marconi et tout ça, donc l'être humain a commencé à émettre des ondes. L'être humain a commencé à voler, à pouvoir survoler des zones gênantes et des choses comme ça. Bon, sachant qu'ils savaient très bien ce que nourrissaient les Illuminati, ils ont commencé déjà, à partir de 1920, à émettre un bouclier spécifique. Ils ont mis en place un bouclier énergétique qui fait que Lagarta est imperméable à toutes les mauvaises ondes et à toutes les personnes qui voudraient venir leur péter la gueule, par exemple. Alors, chose que je vous avais déjà dit, les Américains ont fait mine de perdre une bombe atomique dans l'un des pôles, hein, pour dire « Ah, ben on n'a pas fait exprès ». Enfin, ils voulaient attaquer Lagarta, ça n'a pas marché. Manque de peau. Ensuite, ce qui se passe, c'est que Lagarta a bien vu, alors bon, cette personne me dit « Il va se passer quelque chose, c'est bizarre, un grand bruit, un tremblement, enfin bon, dans la région, alors c'est dans les montagnes, en Roumanie. Donc ça va faire déjà... Il va y avoir dans les montagnes en Roumanie, alors c'est dans la région Bucegi et il faut que oui, l'autre, je vous dirai après, le temps que je retrouve, parce que là j'ai mes premières notes. Donc, il va se passer un événement parce que Lagarta a mis en route ce système, qui est un système technologique et on va dire métaphysique, mais il y a un support quand même technologique. En fait, cet écran les protège et il va y avoir une défaillance d'un des générateurs ou un couac en fait dans l'énergie. Ce qui fait que bon, à la surface, eux en dessous à Lagarta, ils ont un petit générateur. Celui-ci il va y avoir le bouclier qui va se rompre, ça va faire un bang, et en fait, ce qui va créer une onde de choc, et ce qui fait qu'en Roumanie, du côté des montagnes, là, il va se créer un tremblement de terre, et il va y avoir une émission aussi certainement lumineuse, parce que c'est une énergie spéciale qu'ils utilisent, donc ça va émettre un flash, en fait. Il va y avoir un flash qui va être visible assez loin, et ça va faire bien trembler une certaine zone. C'est pas du côté Bucegi, c'est du côté... ouais, bon, je vais vous redire ça en trouvant le reste. Bon, Lagarta, il faut préciser qu'ils vivent en fait dans des sphères électromagnétiques beaucoup plus légères que les nôtres, donc en fait leur dimension de vie, ils ont peut-être encore des corps légèrement physiques, mais il y a aussi des êtres qui ont presque pas de corps physique. Donc en fait, ils vivent très au-dessus en termes de vibration. Donc ils savent très bien, depuis toujours et depuis presque pas toujours, on va dire, puisqu'en fait ils ne vivent pas dans le temps. Ils sont suspendus, ils sont en quatrième et plus. Ce qui fait que le temps pour eux n'existe pas réellement. Ils savent très bien que cet événement va arriver. Mais on a regardé, alors du coup on a dit, on a été les voir, on leur a posé la question, pourquoi vous faites rien? En fait, ils ne vont pas réparer parce qu'en fait, quelque part, c'est prévu. C'est pas prévu pour eux, parce que eux, en fait, comme ils l'auraient vu à l'avance, ils auraient pu le réparer. Mais c'est prévu pour nous à l'extérieur. À l'extérieur, pour l'être humain, pour les gens qui sont là, hein, qui habitent plus ou moins près, il est important qu'on se pose des questions. D'où vient un tremblement de terre qui n'a pas d'origine volcanique ou sismique? D'où vient un flash? C'est pour que les gens se posent des questions sur les habitants de l'intérieur. Donc la source, dans son plan, a prévu quand même que certains petits terratomes, comme cette panne, entre guillemets, doivent pouvoir arriver pour que les gens de la surface réfléchissent. Les gens d'en dessous, ils n'ont pas besoin, ils sont connectés à la source, ils savent très bien pourquoi, comment, quand. Donc eux, de leur côté, ils ont évacué la zone, parce que ça va quand même créer des dégâts. C'est déjà évacué, c'est déjà prêt. Quand ça va arriver, ils vont laisser faire, et ensuite, ils vont juste remettre la petite pièce défectueuse, et basta. Mais ça va créer, dans la région, en Roumanie, là, ça va quand même créer un flash lumineux, un bon gros tremblement de terre, et tout ça n'aura pas d'origine volcanique, sismique ou quoi que ce soit. Donc voilà. Donc ça, on regarde. Alors,
entre août et octobre. Hein. Donc ça, on a vérifié, effectivement, ça va arriver. C'est pas le problème. Ça c'est fait. Je suis obligé de barrer hein, parce que parfois certains sujets en fait se connectent d'un mois sur l'autre. Donc on va reprendre les agarthiens. Alors, ici, hop. Qu'est-ce qu'on a à dire sur l'agartha? L'agartha ici. Voilà. Filtrage, ça c'est les petits nettoyages. Ah, alors. Installation. Alors, il faut que je retrouve. Excusez-moi, hein, mais bon, le problème, le manque de préparation fait que. Le manque de préparation, parce que j'ai pas vraiment le temps. Disons qu'entre aller dans les terres et faire ma vie de tous les jours, ça. Ça fait beaucoup de travail. Donc on a un petit peu de mal à suivre, surtout en ce moment. Pipi. Et puis il y a des fois, j'oublie de noter ce qu'on voit. Donc, ce qui fait qu'il manque certaines choses. L'agartha, oui, tac. Bon. Donc là, oui. Donc oui, donc en fait, en complément aussi sur l'agartha, puisque bon, on a regardé, puisque bon, le sujet c'était est-ce que l'agartha intervient aussi, entre guillemets, est-ce que potentiellement ils font quelque chose à l'extérieur hein. Question, sont-ils vraiment, en fait, est-ce qu'ils restent à l'intérieur et bon, ils attendent que ça se passe, ou est-ce qu'ils agissent? Alors effectivement, ils agissent à l'extérieur. Hein. Nous, ce qu'on a vu très clairement, c'est que par exemple, bon, il y a des centrales nucléaires en France comme dans le monde entier qui commencent à vraiment avoir mal au crâne. Et les Illuminati, avec le conseil des démurgiens, laissent tomber un peu l'entretien des centrales nucléaires, repoussent ceci, cela, parce qu'ils savent très bien qu'il va se passer quelque chose. Et en fait, eux, ils souhaitent dégueulasser la planète avec tout le nucléaire de merde. Et en fait, donc ils se disent, si on arrive à pourrir la planète, ils vont peut-être abandonner. La lumière va abandonner cette planète puisqu'on va